Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde consacrée aux enjeux du financement des véhicules utilitaires dans un contexte de transition accélérée. L'électrification transforme la technique, transforme l'usage, mais surtout transforme les modèles économiques. Les prix augmentent, les valeurs résiduelles deviennent plus volatiles, l'incertitude est forte et la décision finale pèse autant que la décision technique. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir deux intervenants qui portent des regards complémentaires et extrêmement précieux pour comprendre cette mutation. À ma gauche, Alain Blouzard, fondateur du Lab Utilitaire, expert reconnu des usages, du TCO réel, de l'exploitation de véhicules utilitaires et des risques opérationnels. À ma droite, Jean-Loup Savigny, directeur commercial chez Drivalialise, spécialiste du financement, des valeurs résiduelles, des durées et de la structuration contractuelle. L'ambition de cette séance est simple, c'est mettre en cohérence la réalité terrain, les contraintes financières et les trajectoires technologiques afin de donner les clés de décision pratiques aux gestionnaires de flotte. Alors pour commencer, je vous propose une première question très courte à tous les deux. En une phrase, quel est selon vous le défi économique majeur de la transition utilitaire aujourd'hui ? Alors, merci Florent. Disons que le défi, il est, en une phrase, c'est compliqué, mais je dirais déjà que voilà, il est un moment important dans lequel il faut rester modeste. Il ne faut pas avoir trop de certitude quant à ce qui se passe sur la mutation de notre offre de véhicules utilitaires. Aujourd'hui et pendant 30 à 40 ans, on a surfé sur une offre relativement simple, un véhicule diesel qui répondait à la plupart des usages et pour lequel on avait une parfaite maîtrise des coûts, des TCO et des ABAC, que ce soit d'entretien, d'assurance, de maintenance, de véhicules de valeur résiduelle. On maîtrisait à peu près toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, c'est fini. On doit changer de mindset et de réflexion quand on aborde la mutation de son parc en véhicule électrique. Ça n'embarque pas qu'un seul sujet qui est celui du TCO et du prix face à un usage. Ça englobe beaucoup de choses et notamment l'exploitation de ce véhicule, l'usage de ce véhicule, l'appréhension du chauffeur et l'apprentissage du chauffeur à ce véhicule. Et donc, on change complètement de paradigme et tout l'enjeu est là, d'apporter des solutions, des bribes de solutions et d'apprendre en marchant. Et chacun et tout l'écosystème d'apporter sa pierre à l'édifice à la compréhension de ce qui se passe et apporter des solutions. Je crois que comme l'a dit Alain, l'usage sera déterminant, la compréhension de l'usage, la connaissance de l'usage, et on ne peut pas optimiser un usage quand on ne le connaît pas. Et donc la priorité, c'est d'évoluer et de faire évoluer son mode de fonctionnement, parce que l'électrique va faire naître des contraintes et des opportunités, mais dans un premier temps, il faudra bien comprendre et bien connaître les contraintes pour basculer sur les opportunités. Et pour moi, un des critères de l'optimisation de la transition écologique et vers l'utilitaire électrique, c'est l'usage. On est à la fin d'un cycle, on en a parlé tout à l'heure, on y reviendra. À la fin d'un cycle des taux bas, des valeurs résiduelles hautes, des grosses remises, d'une fiscalité intéressante. Et donc il faut maintenant comprendre comment on peut aider les clients à basculer sur l'électrique et les aider à optimiser cet usage du véhicule électrique au sein de leur organisation. On l'a dit et on le comprend, le marché a profondément changé. Hausse des prix catalogue, réduction des remises, volatilité des valeurs résiduelles, pression réglementaire. Pour les loueurs comme pour les exploitants de flotte, cela bouleverse totalement les équilibres financiers. Donc j'ai une première question pour vous, Jean-Loup. Comment les loueurs absorbent-ils aujourd'hui l'incertitude sur les valeurs résiduelles des utilitaires électriques ? Alors c'est une vraie question, c'est un vrai défi. Je crois que, comme vous l'avez dit, on a la fin d'un cycle, que ce soit pour le véhicule particulier ou pour le véhicule utilitaire. Les taux ont été très bas, les valeurs résiduelles étaient très hautes, les remises étaient très fortes, la fiscalité était très incitative et donc on a eu une baisse du TCO, notamment sur le véhicule particulier, pendant 10 ans, qui était une baisse exceptionnelle et peut-être même anormale. Aujourd'hui, on retrouve une certaine normalité sur un certain nombre de points. La fiscalité s'ajuste, les taux sont en train de monter et la volatilité des VR fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un modèle prédictif pour le véhicule électrique. Et on voit bien, de par le nombre de restitutions qu'on peut constater, qu'il est très difficile aujourd'hui de s'en sortir quand on a des véhicules électriques parce que
On n'a pas on n'a pas une culture de la vente de l'électrique. On avait anticipé un certain nombre de choses. Tous les acteurs, hein, c'est pas simplement les loueurs, mais tous les acteurs, même les entreprises qui revendent des voitures directement. Et aujourd'hui, ce monde est déstabilisé parce qu'on ne sait pas calculer correctement des valeurs résiduelles parce qu'on n'a pas un passé qui nous permet d'analyser le marché. Et d'autre part, on a une obsolescence régulière des matériels qui vient du fait qu'on a beaucoup de nouveautés qui arrivent sur le marché. Et donc le véhicule qui existe aujourd'hui, il sera obsolète dans un an. Et donc construire des valeurs résiduelles avec une certitude sur ces modèles, c'est très difficile. Une des solutions, c'est d'avoir des durées qui sont plus longues, parce qu'on le sait tous, la volatilité des VR sur des durées plus longues est moins importante, et donc ça sécurise un peu plus les choses. Et puis la deuxième chose, c'est de construire des deuxièmes vies, on y reviendra je crois tout à l'heure, hein, pour éviter de revendre trop rapidement ces véhicules électriques. D'abord parce qu'ils méritent cette deuxième vie, hein. On est tous convaincus que les batteries sont aujourd'hui capables d'avoir des cycles de vie qui sont assez longs. Et donc il faut promouvoir ces deuxièmes cycles de vie et trouver des types de clients qui vont aller souscrire des véhicules d'occasion, même au sein des flottes, hein, même au sein des organisations qui utilisent aujourd'hui beaucoup de véhicules. Il faut apprendre à recycler ces voitures et à y trouver un avantage, que ce soit pour le développement durable, que ce soit sur le point de vue économique, et que ce soit pour la pérennité de nos entreprises, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai risque sur les valeurs résiduelles, et je pense que pendant 4 ou 5 ans, tant qu'on a beaucoup de véhicules qui arrivent sur le marché, ce sera difficile d'avoir des prédictions sur les valeurs résiduelles qui soient justes, d'où l'intérêt d'avoir des durées longues et d'où l'intérêt d'avoir plusieurs cycles de vie. Alors justement, vous parlez de durée longue, on part de 60, 72 mois jusqu'à 84 mois. À partir de quel moment ces durées basculent dans une logique plus proche du crédit bail ? Alors, d'abord, le crédit bail a des niveaux d'amortissement et de valeur résiduelle à la fin des contrats qui sont toujours très basses. On ne sera jamais à 1 ou 2% du véhicule, mais les volatilités sont plus stables, où il y a moins de volatilité quand on touche des valeurs résiduelles à 20%. Donc 20%, ça veut dire c'est 5 ans, 6 ans, mais c'est forcément des durées qui sont plus longues et qui permettent quand même d'avoir toujours une valeur résiduelle qui soit attractive, parce que si on est à 1%, on fait du crédit bail. Mais vous savez qu'en location longue durée, nous, on doit avoir des valeurs de marché, et donc il n'y a pas de marché à 1% après 6 ans, 7 ans, 8 ans. Hein. Le marché, il est toujours à 15, 20, 30%. Et donc nous, on se doit, en tant que loueur longue durée, d'avoir des valeurs qui reflètent le marché. Et ce qui doit représenter un intérêt pour les clients, parce que plus notre valeur résiduelle est haute, même dans 5 ans ou 6 ans, plus la surface à financer diminue. Donc il faut être attractif en ayant des durées plus longues et rassurer des clients qui vont aujourd'hui passer d'un mode de renouvellement de 3 ou 4 ans à des modes de restitution à 6 ans ou 7 ans, et adapter nos échanges avec les constructeurs et à toutes les parties prenantes de cet écosystème qui va être forcément chahuté dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Alain, qui, du point de vue des flottes, des exploitants de véhicules utilitaires, comment sécurise-t-on un modèle économique quand on a autant de paramètres fluctuants ? Alors je dirais c'est tout l'enjeu. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, c'est bien là la difficulté pour tous les exploitants que nous représentons, que ce soit au travers du lab utilitaire, d'une part. D'autre part, pour moi-même piloter des flottes de véhicules, on voit bien la difficulté qu'ont les exploitants de se décider, de prendre des trajectoires pour électrifier leur flotte. Pourquoi ? Parce que tout simplement, depuis des années, le prix est maîtrisé. On est dans des exploitations souvent tendues. Le chiffre d'affaires, malheureusement, ne peut pas, il peut pas s'étendre à l'infini. Donc, à un moment donné, voilà, les marges sont telles qu'elles sont aujourd'hui pour beaucoup de clients, transporteurs ou autres. Elles sont étroites. Donc, il est difficile de faire des prévisionnels sur des choses qui ne sont pas tangibles. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui des exploitants, c'est de passer de quelque chose qui est parfaitement maîtrisé, qui est parfaitement budgété. Hein, on sait depuis des années maintenant, depuis 30 ans, depuis 40 ans, on peut planifier son coût de parc, son coût de flotte. On peut le budgéter, on peut à peu près le maîtriser. Les coûts d'entretien sont maîtrisés, les coûts d'assurance sont maîtrisés. Voilà, qu'on soit en modèle d'acquisition ou en modèle de location, je veux dire, tous les paramètres sont à peu près identifiés. Il y a des abacs pour à peu près tout. Et là, on passe dans un monde inconnu. Donc la question est délicate. C'est comment on peut
prendre des positions ou prendre des trajectoires dans un monde où la vision est plutôt incertaine. Jean-Loup a parlé d'obsolescence. Je crois que c'est ça l'enjeu majeur, c'est à quand on va atteindre une obsolescence aboutie, ce qui va nous permettre de prendre des positions cette fois-ci, ce qui va nous permettre de caler nos exploitations, de caler nos usages sur des véhicules aboutis. Ce n'était pas le cas dans l'utilitaire jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on avait trop peu d'autonomie et on avait des véhicules coûteux. Ça y est, on commence à tangenter sur les petits modèles avec des matériels au TCO assez maîtrisé. On parlera du TCU tout à l'heure, mais au TCO assez maîtrisé. Donc on peut commencer à prendre des positions sur ces véhicules-là. Mais sur tout le reste de la gamme, le 3,5 tonnes, les véhicules carrossés, on ne peut pas. D'accord. Je reste avec vous, Alain. Jusqu'à quel point le partage de données d'usage peut réduire justement les risques inhérents au choix des véhicules et des TCO? Alors, le partage des données d'usage, pour les exploitants, partager les données d'usage, c'est comprendre ces usages. Encore une fois, je pense qu'il n'y avait pas tellement d'accent mis jusqu'à présent sur la compréhension de l'usage. L'usage, il naît du véhicule qu'on utilisait. Il est né de ça et on avait un véhicule qui avait 700 véhicules d'autonomie ou 500 ou 600 sur un véhicule utilitaire diesel. On allait prendre du carburant, ça prenait 3 minutes. Et en fait, on ne réfléchissait pas tant à l'usage. On réfléchissait à avoir un véhicule qui colle à son exploitation. Donc les données d'usage, elles vont permettre de mesurer l'électrification, l'éligibilité des véhicules à l'électrification, d'accord, pour justement avoir un programme, une trajectoire qui nous permette d'envisager une trajectoire carbone à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, et ça va nous permettre donc de planifier les choses. Donc avoir les données d'usage, c'est fondamental. Les monitorer, c'est fondamental aussi. Comprendre qu'est-ce qui peut changer dans l'usage également, parce que fatalement, ce qu'on faisait aujourd'hui sera fait différemment avec des véhicules électrifiés, dans beaucoup de cas de figure. Donc la donnée d'usage est au cœur de la problématique. Très bien, merci. On parle effectivement beaucoup de TCO, hein, c'est souvent un paramètre qui revient dans la bouche des exploitants, mais au travers de ce que vous venez de nous évoquer, il y a aussi, les limites sur le coût réel du véhicule. Donc, pourquoi est-ce que le TCO historique n'est plus suffisant pour prendre une décision fiable? Quels sont les indicateurs d'usage aujourd'hui qui changent réellement les calculs? Est-ce qu'on parle par exemple des arrêts, des pertes d'autonomie, des immobilisations, du temps de recharge? Est-ce que le TCU répond à ces notions? Comme je l'évoquais dans la question précédente, juste pour faire si on pointe un sujet particulier, mettre du carburant, charger son véhicule. Ça a un impact considérable dans une exploitation où vous avez 1000, 2000, 3000, 4000 chauffeurs. Forcément, le temps de recharge est un temps qui va impacter quelque part le coût du véhicule dans son exploitation. D'accord ? Donc, est-ce qu'il faut impacter ce coût social, qu'on va appeler le coût social, hein, quand on recharge 3-4 fois par semaine, c'est 2 heures, si on prend une demi-heure à chaque fois, le temps de trouver la recharge, le temps de charger, le temps de maîtriser tout cet nouvel environnement de recharge. Donc ça va forcément influer sur le coût, on va dire, de la course quelque part. Si on est sur le dernier kilomètre par exemple, ça va forcément influer sur le coût. Donc le TCO, on est directement du véhicule, non, mais le TCU du coup prend tout son sens. D'accord ? Le TCU à ce moment-là, il prend tout son sens parce que c'est lui qui fixe le coût de revient du véhicule. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a vu d'ailleurs que quand on fait l'expression de TCO, si on impacte ce coût et voire même qu'on l'extrapole à des gens à qui on ne peut plus laisser de véhicule pour rentrer chez eux le soir par exemple, bah c'est un exemple très concret de modification de toute la structure, de mise à disposition des véhicules, donc du modèle social. Il y a des entreprises, les chauffeurs, ils rentrent aujourd'hui avec leur véhicule chez eux, le temps de reprise de carburant n'est pas décompté ou demain, voilà, il va y avoir un vrai enjeu. Il y a des entreprises qui n'électrifient pas à cause de ça. Justement, à ce propos, est-ce que vous avez un exemple concret d'un exploitant de véhicules utilitaires qui aurait, à la lecture du TCU, inversé une décision qu'il aurait pu prendre, soit à la lecture du TCO? Bah oui, parce que le TCO, il est parfaitement lisible. Si on prend un exemple de location longue durée, on peut exprimer aujourd'hui sur une durée maîtrisée de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, un véhicule utilitaire électrique selon une donnée de durée de kilométrage. On a parfaitement un coût lisible.
quand on impacte le coût social à ce véhicule, forcément, ça nous amène à revoir nos positions. Parce que est-ce qu'on peut d'ailleurs toujours donner ce véhicule au collaborateur pour qu'il rentre chez lui, exemple que je donnais tout à l'heure? Oui, non. Donc ça va impacter considérablement la réflexion. Du coup, cette réflexion est alimentée par une nouvelle donnée et donc vient perturber en fait nos décisions assez rationnelles jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on est dans des choses qu'on maîtrise moins. Il faut modéliser davantage. Très bien. Ben, je reviens vers Jean-Loup. À la lueur de tout ce que vient d'évoquer Alain, comment un loueur tel que vous peut intégrer cette nouvelle logique du TCU dans ses conditions financières, dans ses grilles de valeur résiduelle ou dans ses durées? Alors le TCU, qui est le taux d'usage, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais c'est le taux d'usage. Il faut bien avoir en tête qu'il n'est déjà pas connu dans l'entreprise. Donc il n'est pas optimisé. Contrairement au TCO qui commence à être connu, mais il ne faut pas croire que toutes les entreprises maîtrisent le TCO. La plupart du temps, les entreprises maîtrisent 50% du TCO. Mais à l'intérieur du TCO, on avait déjà un peu d'usage. Par exemple, le comportement du collaborateur qui peut avoir un impact sur la sinistralité. Alain, tout à l'heure, parlait du temps productif qui devra être bien mesuré pour pouvoir déterminer à partir de quand on charge un véhicule, à partir de quand le véhicule est mobilisé, identifier le pourcentage d'immobilisation d'un véhicule pour mieux l'exploiter. Aujourd'hui, on sait tous que des véhicules de fonction ou des véhicules utilitaires, le véhicule de fonction, il est utilisé dans 20% du temps. 20% du temps, il est utilisé. Et encore, c'est déjà un gros usage. 80% il n'est pas utilisé. Donc demain, est-ce qu'on a des véhicules de pool? Est-ce qu'on a des véhicules, des petits véhicules la semaine, des plus gros véhicules le week-end? On réfléchit tous à ces éléments pour essayer d'optimiser et d'apporter des solutions à des clients qui sont dans un contexte, il faut aussi le rappeler, dans un contexte de forte augmentation du TCO. Donc si le TCO augmente, l'usage augmente, le coût de l'usage augmente. Donc il faut trouver des éléments constitutifs de cet usage qui pourraient diminuer à la fois le coût d'usage et aussi le TCO qui a augmenté de 30%. Quand on discute avec des acheteurs aujourd'hui des grands parcs, leur objectif c'est de réduire de 10% le TCO dans un contexte où le TCO augmente de 30%. Mais il y a de la fiscalité qui peut être optimisée. On l'a vu avec des récupérations de TVA qui étaient possibles sur les loyers, sur le véhicule particulier. Il y a l'usage du véhicule. Quand est-ce que je recharge? Il faut recharger quand on n'utilise pas la voiture. Il faut avoir des optimisations de plan de tournée qui vont permettre à un moment donné de recharger 5-6 minutes par jour, qui correspond à l'équivalent d'une prise de carburant. Voilà. Donc il y a une réflexion et en fait, il faut que l'entreprise prenne conscience que sans cette réflexion, sans une consultation, sans des audits, on ne peut pas optimiser ce coût-là. Parce qu'il n'est pas connu aujourd'hui le coût d'usage. C'est un peu comme le coût de mobilité. On parle toujours du coût de mobilité, mais le coût de mobilité, personne n'est très à l'aise avec ça. Exemple, est-ce que les téléconférences, les visioconférences, ça intègre le coût de mobilité ou pas? Quelque part oui, parce qu'on fait moins de kilomètres quand on ne se déplace plus, parce qu'on voit plus les clients. Donc la mobilité, l'immobilité et l'usage doivent être des composantes qui doivent être non seulement maîtrisées, mais d'abord connues par l'entreprise. Parce que chaque critère va avoir un impact peut-être d'1 ou 2% à chaque fois. Mais quand vous faites la somme de tous les critères qui vont être des nouveaux critères, donc qui ne sont pas aujourd'hui connus et optimisés, quel impact ça va avoir? Et je crois que nous, on a un rôle, que ce soit Alain en tant que conseil ou nous en tant que financier, on a un rôle pour accompagner des entreprises qui sont perdues aujourd'hui. Parce que même nous, c'est pas facile d'être bien informé, d'être bien formé et d'apporter les bons conseils. Sur l'utilitaire, ça a toujours été le cas. Il y a beaucoup de clients qui maîtrisaient mieux le sujet parfois que les financiers. Parce qu'ils avaient l'habitude d'acheter, ils connaissaient leurs équipements, ils connaissaient leurs usages, etc. Donc il faut tous qu'on monte en puissance dans nos compétences et dans nos réflexions pour être capable d'apporter pas la bonne solution, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, les bonnes solutions en fonction des typologies de clients, en fonction des car policy, en fonction des flottes, parce que l'usage est complètement différent et l'optimisation de l'usage le sera aussi. Et je pense que le véhicule électrique, et particulièrement dans l'utilitaire, fait naître des opportunités, mais va faire naître aussi des contraintes. Et sans l'optimisation et la maîtrise de ces contraintes, il n'y aura pas d'optimisation des opportunités. Donc il faut commencer par la contrainte. C'est contraignant d'avoir un véhicule électrique, c'est plus contraignant
qu'un véhicule thermique. Donc comment on fait pour le rendre moins contraignant? Et on voit que là, il y a des solutions quand même de plus en plus. On voit bien déjà sur le véhicule particulier, je crois que 35% des commandes des loueurs cette année, c'était déjà des véhicules électriques. Donc on va arriver sur le sujet du véhicule utilitaire électrique dès lors qu'il y aura plus d'autonomie, dès lors qu'il y aura plus de matériel, etc., etc. Mais il faut anticiper la chose parce que c'est notre rôle de faire gagner de l'argent à nos clients en poussant la réflexion, même sur des petits parcs, parce que les sujets de trésorerie ou d'optimisation, ça concerne tout le monde. Le petit parc, le moyen, le gros. Et donc c'est à nous de comprendre comment on va être capable de sécuriser d'abord l'exploitation de nos véhicules électriques, donc des valeurs résiduelles, et puis d'accompagner ces clients pour justement mettre en place un certain nombre de choses, parce qu'eux-mêmes ont la nécessité d'avoir une politique plus verte. Et le premier, le premier secteur où on peut avoir une politique plus verte, c'est le transport. C'est l'automobile, c'est le transport. On est ici chez Solutrans et on voit bien qu'il y a plein de solutions d'équipement, etc., qui vont optimiser le temps productif. Mais c'est le transport, quoi. Donc c'est tout de suite une opportunité pour les clients de cocher des cases de verdissement parce qu'on leur a apporté les bons conseils. Mais c'est un vrai sujet. Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'optimisation de l'usage sans maîtriser, sans connaître l'usage. Je rajouterai un point à ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on ne se posait pas tant de questions sur le fait de renouveler un véhicule. On avait des choix qui s'offraient à nous, une offre aboutie, vraiment aboutie, notamment sur le véhicule utilitaire, qui nous permettait quasiment de répondre à toutes nos activités de distribution, de maintenance, de livraison. Enfin, pour toute application métier, il y avait un véhicule qui permettait de le faire. À défaut, il y a des carrossiers qui existent. On est au salon de Solutrans et qui, on voit la multitude des offres sur le marché. On voit que c'est facile de répondre à un besoin client, utilisateur. La difficulté qu'on a aujourd'hui par rapport à l'usage d'un véhicule électrique, c'est qu'on rajoute encore une couche de complexité. Je prends l'exemple, un camion frigorifique, un camion avec un haillon, il va avoir besoin d'énergie, par exemple, sur le véhicule. Donc cette énergie, on la prend comment? On la fabrique comment? Est-ce qu'elle vient d'être prise sur le véhicule et auquel cas ça diminue notre capacité d'autonomie? Voilà, donc toutes ces réflexions aboutissent au fait qu'il n'y a rien de complexe en tant que tel. Il y a juste qu'il faut prendre les choses les unes à côté des autres et les mettre toutes en harmonie en même moment. Voilà, on ne peut pas dire je change un véhicule et je passe à un véhicule électrique. Non, il y a le modèle financier, il y a le modèle technique, il y a le modèle d'exploitation, il y a le chauffeur qui l'utilise. Tout ça, ça doit être en parfaite harmonie si on veut se fixer une trajectoire carbone et la tenir. Mais il n'y a rien de complexe, il faut juste le comprendre et changer son mindset de réflexion dans ses acquisitions, dans son achat, dans ses réflexions. Écoutez, je vais rester sur cette logique d'utilisation et d'usage. Et je voulais qu'on aborde aussi un point sur la batterie, la réparabilité, qui sont en train de redessiner totalement le modèle économique du véhicule utilitaire électrique. La question n'est pas seulement combien coûte une batterie, mais combien de vie économique peut-on avoir avec une batterie. Donc là, je reviens vers vous, Jean-Loup. Du point de vue du financement ou du financeur, se dirige-t-on vers des modèles multivie où le même utilitaire peut être exploité sur un premier cycle puis un second cycle de réemploi? Et quels sont les leviers qui permettent de sécuriser les valeurs résiduelles? Est-ce qu'on parle de garantie étendue, de certificat de batterie, de batterie as a service? Est-ce que toutes ces notions aujourd'hui sont entrées dans votre réflexion? Alors oui, ça rentre dans notre réflexion. Pour être clair, on est quand même aujourd'hui dans la première vie des véhicules et on commence à poser les jalons de tout ce qu'on doit anticiper pour préparer cette deuxième vie qui est déterminante pour nous pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la valeur résiduelle. Parce qu'encore une fois, on n'a pas assez de certitude et assez de prédictions justes sur cette valeur résiduelle. Donc il faut prévoir une deuxième vie et trouver le type de client qui serait capable d'accepter cette deuxième vie, parce qu'il y a des clients qui préfèrent du neuf, des clients qui ont déjà des véhicules d'occasion dans leur parc. Et l'aspect central des choses, c'est effectivement la batterie. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour dire on n'aura qu'une seule batterie
On en parlait tout à l'heure, hein, on n'aura qu'une seule batterie, ou alors on aura des batteries qui seront changées en cours de vie, ou alors on aura des modes de fonctionnement ou de conduite qui permettront d'aller plus loin dans l'exploitation de la batterie. Moi je crois beaucoup au fait que quand on roule en électrique, on ne conduit pas comme quand on est un thermique, parce qu'on a un premier réflexe qui est de conserver de l'autonomie ou de récupérer de la charge quand on conduit, donc forcément il y a moins de sinistralité et il y a une conduite qui permet d'avoir un véhicule qui durera plus longtemps. Ça, j'en suis convaincu. Alors peut-être que quand on sera vraiment habitué à rouler en électrique, ça changera. Mais pour le moment, on constate quand même très nettement qu'il y a moins de sinistralité sur les véhicules électriques que sur les autres. Donc ça, c'est déjà un élément qui nous permet de dire on aura une deuxième vie, et c'est une nécessité d'avoir une deuxième vie. La vraie question, c'est la troisième vie. Parce que plus on va étendre nos contrats, plus on sera à l'aise sur les valeurs résiduelles, on va sécuriser les valeurs résiduelles. Donc, jusqu'où on va avoir ce recyclage de la voiture et de la batterie pour justement sécuriser un certain nombre de choses, et là aussi cocher des cases de verdissement, parce que si on évite de produire trop de voitures pour les remplacer, et ben forcément il y a un impact sur l'environnement. Donc à ce stade, ce qui est important pour nous, c'est de rendre le plus éligible possible le véhicule à la deuxième vie, et après on va se poser des questions sur la troisième vie. Et l'aspect clé des choses, c'est la batterie. Donc, est-ce qu'on recharge? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on... voilà, franchement, je ne suis pas capable d'identifier de manière exhaustive tout ce qu'il est possible de faire ou toutes les réflexions qu'on pourra avoir sur la batterie. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que pendant 10 ans, la batterie, ce ne sera pas un problème. Alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, on sait que pendant 6 ans ou 7 ans, ce n'est pas un problème. Donc ça couvre nos 2 premières vies. Et dans 5 ans ou 6 ans, il y a plein de choses qui auront changé, et certainement que sur les batteries, on va s'apercevoir que les batteries seront encore plus propres, avec des systèmes qui vont soulager un peu l'environnement dans la production des batteries. Donc forcément, il y a plein de choses qui vont changer. La priorité aujourd'hui, c'est d'avoir des deuxièmes vies pour sécuriser l'exploitation de la voiture et sécuriser la valeur résiduelle. Ça, c'est déterminant pour des industriels, en quelque sorte, du financement, et aussi pour nos clients. Ce qu'on peut peut-être ajouter par rapport à ça, c'est que en fait, jusqu'à maintenant, c'était des sujets un peu anxiogènes. En disant la batterie, c'est des discussions de comptoir, des discussions familiales. Ouais, la batterie, ça va tomber en panne, on ne la répare pas. On commence à avoir quand même des prémices de solutions, des solutions très tangibles de réparabilité de batterie d'une part. D'autre part, de vision quant à l'exploitation des véhicules électriques et leur fiabilité. Qui nous permettent quand même de penser qu'un véhicule électrique a quand même nettement plus de vertus de fiabilité qu'un véhicule thermique. D'accord, il n'a pas de boîte de vitesse en tant que tel, il est moins complexe d'un point de vue moteur et boîte, il est quand même nettement plus simple. Donc ça laisse quand même à penser qu'on va vers quelque chose de plus rationnel, de plus simple, et donc à un usage plus long. On se retrouve un peu comme il y a 40 ans en arrière, quand on avait notre petit C15 avec son petit moteur thermique qui n'avait pas de complexité technologique et qui faisait 300 ou 400 000 km et ça posait de problème à personne. Peut-être qu'on va de nouveau vers cette simplification qui va fatalement aussi avoir un impact sur le financement de nos parcs et de ces véhicules. Mais je crois que la réparabilité est un faux sujet. Je pense qu'au même titre qu'il y a eu une évolution majeure ces 5 dernières années, on peut dire que c'est un cataclysme qui arrive dans l'électrification des véhicules. Je pense que la batterie, dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera des choses assez faciles à réparer. Il y a déjà des ébauches et on peut être rassuré là-dessus, je pense. Justement, parlons de se rassurer. Est-ce que selon vous, Alain, un réseau de réparabilité fiable peut faire monter la confiance du marché dans les valeurs résiduelles? Oui, alors c'est pas qu'un seul critère, la réparabilité, parce que encore une fois, une batterie a priori, telles que les premières informations que nous avons de véhicules qui circulent, de véhicules qui roulent pas mal, il n'y a pas tant de problèmes sur la réparabilité, c'est plus l'accidentologie qui peut poser de problème et le remplacement de celle-ci, d'accord. La réparabilité en tant que telle, on pense qu'il y aura peu de sujets, mais pour autant, la réparabilité aujourd'hui coûte très très cher.
D'accord. Donc ce qui va s'installer et ce qui pourrait être une aubaine pour les utilisateurs, pour les financeurs, c'est qu'effectivement on répare à moindre coût dans des réseaux spécialisés et qui nous permettent non pas de changer l'intégralité d'éléments, mais de réparer quelques points particuliers de la batterie qui coûtent nettement moins cher. C'est déjà le cas. Il y a déjà des initiatives très prometteuses dans ce domaine. Donc oui, ça rassurera sur les VR, mais ça rassurera surtout sur le fait que son coût de TCO ou TCU prédictif sera maîtrisé. On pourra se dire, bon, on peut réparer, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc ça va surtout rassurer là-dessus. Très bien. Je vous propose de passer au dernier point de cette table ronde dédiée au financement. Quels sont les modèles de financement qui fonctionnent réellement pour un utilitaire électrique et Jean-Loup, quels sont les 3 schémas qui répondent vraiment aux besoins des flottes? Est-ce qu'on parle de LLD classique, LLD longue, crédit bail ou un modèle multi-vie? Aujourd'hui, je pense que la location longue durée permet notamment de réduire la surface à financer, puisqu'on a quand même des valeurs résiduelles, même si c'est difficile à anticiper, on a quand même des valeurs résiduelles qui sont hautes. Et donc, d'un point de vue TCO, pour le coup, la location longue durée va permettre ça. Va permettre d'avoir des loyers plus compétitifs que quand on est strictement en crédit bail, parce qu'on a une valeur résiduelle qui est plus haute. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a des véhicules qui vont rester en crédit bail parce qu'il y a beaucoup d'équipements, parce que la durée de vie sera très longue, parce que le client a l'habitude d'avoir ses propres canaux d'écoulement. Donc il y a une règle, selon moi, qui pourrait être que sur les véhicules les plus simples ou les moins aménagés, la location longue durée est parfaite, parce que là on va optimiser tout ce qu'on peut optimiser. Mais sur des durées de vie plus longues avec des matériels qui sont forcément plus lourds, dès lors qu'on est à 10 000 € d'équipement, c'est pas toujours évident de valoriser ça dans la VR. Donc forcément, il y a beaucoup de clients qui, eux, vont le valoriser par leur propre marché, le véhicule carrossé par exemple, ou des véhicules qui sont très équipés en frigo, etc. C'est des marchés qui sont des marchés qui sont plus parallèles et dont l'exploitation nécessitera d'avoir une durée de vie plus longue. Donc en fait, c'est difficile de dire quelle sera la meilleure formule. Nous, en tant que loueur, on va préconiser la location longue durée parce qu'évidemment, c'est notre métier et qu'on pense qu'on a un rôle pour promouvoir le véhicule électrique d'une manière générale, que ce soit sur le VP ou sur le VU. Donc on a pris des risques. Tous les acteurs de la profession ont pris des risques sur les valeurs résiduelles pour promouvoir le véhicule électrique. Mais je crois que sur le véhicule particulier, comme on le disait tout à l'heure, ça nécessite un audit assez important. Vous participez tous les deux, comme nous, au lab utilitaire. Le lab utilitaire, quand je vois l'assistance autour du lab, on voit bien qu'il y a beaucoup de clients qui ne savent pas trop. Et quand on aborde des problématiques très spécifiques au lab utilitaire, ça nourrit la réflexion, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Et en fait, toutes les expériences de tous les acteurs vont, comment dirais-je, engendrer de nouvelles réflexions pour le reste des acteurs, parce que c'est très difficile d'anticiper. La location longue durée, c'est une solution, le crédit bail, c'en est une autre. Des durées longues, évidemment, et en plus sur l'utilitaire, on était déjà sur des durées plus longues. Et puis moi, je crois beaucoup à l'exploitation des deuxièmes vies, voire des troisièmes vies. Mais on est, comme on l'a dit en début de séance, on est à la fin d'un cycle, donc enfin, on repart pas à zéro quand même, mais en fait, il y a plein de nouveaux éléments qui nous font repartir avec une nouvelle réflexion, avec des nouveaux impératifs, avec la volonté tous de verdir quand même le parc, parce que c'est ce qui nous anime à peu près tous, que ce soit les clients, les constructeurs, les loueurs. Donc il faut qu'on y aille, mais on n'a pas un stade de maturité qui permet de dire il y a une bonne solution. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs bonnes solutions. Et donc c'est à nous tous d'identifier pour un client et d'être assez d'ailleurs de ne pas avoir de certitude, d'où nos échanges réguliers à tous. Et encore une fois, le lab utilitaire permet ça, parce qu'on n'a pas de certitude. Autrefois, on était chacun dans nos organisations, on avait nos modèles, ça existait depuis 40 ans, le marché du VO était stable. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Donc il faut pas repartir de zéro, mais pas de pas loin, pour justement avoir les bonnes solutions à proposer à nos clients. Et juste en continuité, est-ce que vous avez un conseil à donner pour les PME, les ETI qui peuvent nous écouter? Quelles causes contractuelles deviennent incontournables? Est-ce qu'on parle de continuité de service, de garantie, d'immobilisation, de véhicules de remplacement?
Alors, c'est pas tellement, il n'y a pas de clause incontournable parce qu'aujourd'hui, on s'adapte, nos contrats s'adaptent aux besoins des clients. Ce qui est sûr, c'est que l'entretien, enfin le package classique pour moi reste important parce que ça sécurise le TCO de base et ça c'est très très important. Par contre, il faut réfléchir encore une fois à toute la structuration autour du véhicule électrique, c'est-à-dire les bornes. Quel contrat, quel partenaire, où est-ce qu'on installe les bornes. Donc ça, c'est pas des clauses en tant que telles, mais c'est des réflexions qu'on doit rajouter dans le contrat parce qu'au-delà du véhicule, la borne va rester. Elle va poursuivre, elle va rester sur les sites. Il y en aura de plus en plus. Il y a des accompagnements et des incitations fiscales. Donc c'est là où il faut qu'on accompagne les clients qui ne sont pas toujours très bien informés parce que ça devient très compliqué. Même nous, on a des équipes qui sont dédiées à ça pour récolter les bonnes informations et prendre les bonnes décisions. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de clause aujourd'hui incontournable, mais il y a une réflexion incontournable autour de la structuration du parc pour faire de l'électrique. On peut ajouter un point sur ce qui vient d'être dit. Sur les ETI notamment, moi j'ai un regard un peu particulier. Moi j'ai la conviction qu'une ETI va plus facilement en fait faire sa transition parce que le véhicule électrique, on peut facilement en avoir une vision patrimoniale. Patrimoniale pourquoi? Parce que comme ça a été dit tout à l'heure, on est attentif à sa consommation, on est attentif un petit peu à la durée de vie de son véhicule. Et puis n'oublions pas que les nouveaux véhicules qui arrivent, et notamment dans le véhicule utilitaire, on voit Maxus, on voit Flexis, c'est des beaux véhicules. On a envie de les conserver. Donc on a envie de ne pas les abîmer, on a envie d'y faire attention. Donc c'est assez propice à une acquisition un peu patrimoniale qu'on pourrait avoir dans des ETI. Donc ça c'est un point important. Après, moi je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'on est à un carrefour, que personne effectivement n'a ni de certitude ni de conviction profonde. La seule qu'on ait tous, c'est qu'a priori on va électrifier sa flotte, d'accord, mais il y a un décodage pour tout le monde à faire. C'est valable pour l'entreprise, c'est valable pour les providers, c'est valable pour les fournisseurs de véhicules, et ce décodage il va être long. Parce qu'on n'en aura des retours que dans quelques mois, quelques années. Donc oui, moi je pense que les durées vont augmenter parce que le véhicule sera plus simple, mais on a de certitude sur rien en fait. On ne sait pas si ça sera une vie, deux vies, trois vies, si ça sera d'autres modèles ou si les clients vont reprendre le pari comme ça se fait dans le poids lourd depuis des années, de garder un véhicule 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est peut-être un modèle qui va revenir pour l'utilitaire également, puisqu'on parle d'utilitaire aujourd'hui. Donc voilà, on va apprendre en marchant, tous ensemble. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour éviter une erreur, l'erreur la plus coûteuse, en l'occurrence, choisir un véhicule mal dimensionné dès le départ? Je dirais que le chemin qu'il faut prendre toujours, c'est déjà de comprendre son usage. On l'a dit tout à l'heure, mais je pense que c'est un chemin, c'est la première étape. Est-ce que ce chemin, il est obligatoire ou est-ce qu'on peut le transformer? Est-ce que par le fait d'électrifier sa flotte, ça va nous conduire peut-être à revoir son usage? Et est-ce que c'est possible? Faut comprendre ça, il faut comprendre cette clé. La deuxième clé de lecture, c'est quand même de comprendre où en est l'obsolescence des véhicules et leur autonomie. Parce que ça, on ne commettra pas beaucoup d'erreurs si on a un véhicule qui est à l'équivalent en électrique qu'il n'est en thermique. Hormis, encore une fois, cette notion de charge, de recharge d'infrastructure, qui est un élément fondamental. Mais si on fait la même chose, si on a le même emport, charge utile, volume utile qu'un véhicule thermique, si on fait les mêmes tournées, et si le seul sujet qui est le même TCO, et si le seul sujet c'est ma recharge, on ne fait pas beaucoup d'erreurs. Donc voilà, il faut juste avoir sa clé de lecture, toujours avec tous les paramètres en même temps, lire les paramètres en même temps. C'est ce qui est plus compliqué aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. On arrive à la conclusion de cette intervention. Mais je voulais, avant de le clôturer, vous poser une dernière question. Quelle est votre conviction forte pour les 5 prochaines années? Qu'est-ce qui va réellement transformer la manière de financer les utilitaires? Alors sur le véhicule utilitaire, je pense que l'autonomie est extrêmement importante parce que ça va rassurer les clients, parce que c'est un frein aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais quand même l'autonomie c'est un frein pour le véhicule utilitaire, qu'on a beaucoup moins sur le véhicule particulier maintenant. Donc l'évolution technologique, l'arrivée de nouveaux véhicules, la réflexion que les constructeurs ont sur le véhicule utilitaire, ça va accélérer les choses, parce qu'aujourd'hui les contraintes dont on parlait tout à l'heure sont quand même assez fortes encore sur l'utilitaire, donc je pense que les mois et les années qui vont arriver sur l'utilitaire vont permettre de rassurer
nos clients et ça va booster l'électrique. En attendant, je crois qu'il y a déjà des clients qui sont éligibles aux véhicules électriques parce qu'ils ne roulent pas beaucoup dans la journée, ça peut être sur site, ça peut être... Ces clients-là doivent basculer, mais en ayant une réflexion aboutie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement regarder le loyer, il ne faut pas regarder simplement l'autonomie, il ne faut pas simplement regarder que les recharges, il faut être accompagné pour prendre la bonne décision parce que chaque réflexion fera gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire plus on passera de temps à réfléchir sur le bon véhicule au-delà de l'usage, plus nos clients seront capables de basculer. Et aujourd'hui, l'utilitaire ne permet pas à tous les clients de basculer en électrique. Ce qui pourrait être le cas d'ailleurs sur le véhicule particulier plus facilement. Mais il y a des contraintes aujourd'hui qui permettent à des clients de ne pas basculer tout de suite, enfin qui empêchent les clients de basculer tout de suite, et d'autres qui peuvent déjà y aller, mais en tenant compte de tous les critères. Parce que chaque critère est déterminant dans l'optimisation. Moi j'ajouterais moi je pense quand même comme vous côtoyer pas mal d'utilisateurs, qui soient particuliers, qui soient professionnels, qui soient grandes entreprises. L'aspect psychologique, ça y est, je pense qu'on l'a dépassé. Moi, je pense que tout le monde a la conviction maintenant que l'électrification est une bonne chose. On le voit d'ailleurs au niveau des chauffeurs, parce qu'avant on ne se posait pas de questions, on commandait un véhicule, on donnait au chauffeur. Maintenant, il faut quand même qu'il ait l'envie aussi de participer à ce projet. C'est un projet, c'est un usage particulier. On disait tout à l'heure, on a envie d'économiser. Est-ce qu'en définitive, tous les chauffeurs ont envie d'économiser? C'est une vraie question. Quel est l'intérêt pour eux d'économiser? Donc voilà, il faut aussi changer son modèle de pilotage, son modèle de contrôle. Mais pour autant, moi je trouve qu'on est dans un bon momentum. C'est qu'on a franchi un cap psychologique et on va y aller, et tout le monde et tout l'écosystème a envie d'y aller. Par contre, sur la question plus précise, sur les durées, moi je pense qu'au même titre que les constructeurs ont fait une révolution en l'espace de 5 ans, les financiers vont faire leur révolution. C'est évident. Ils vont adapter le modèle de financement à la réalité du produit et à la réalité de l'usage. Donc je ne suis pas très inquiet. Ils ont des moyens colossaux pour le faire. Ils ont des laboratoires de réflexion. Ils ont des données, des bases de données. Donc je suis certain qu'on va trouver des modèles assez astucieux qui vont correspondre à chacune des activités de nos clients utilitaires. Très bien, en tout cas, un grand merci messieurs pour cet éclairage particulièrement intéressant. En tout cas, ce débat montre une chose très claire, c'est que le modèle économique de l'utilitaire est en train de totalement muter, et vous l'avez particulièrement bien expliqué et commenté. On passe d'une logique de TCO à une logique d'usage, du prix d'achat à l'usage réel, de la valeur résiduelle à la durée et du véhicule à la donnée. Donc on va voir ce que nous réserve l'avenir, mais en tout cas, merci pour votre contribution à nous donner la route. Merci beaucoup.